Devi accusare presenti in televisione internazionale e correga all'international consacre la position du gouvernement. La respiration est terminée. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver en direct pour cette autre édition de La Palabre intellectuelle. République démocratique du Congo, pression de la Belgique autour de la publication des résultats des élections générales que vient de connaître le pays. Comment comprendre ces pressions de Bruxelles? Rappelez qu'au Conseil de sécurité, alors que la Belgique vient d'inaugurer son siège de membre non permanent, son ambassadeur, son ministre des Affaires étrangères s'est dit extrêmement préoccupé par la situation sur place en RDC et a déclaré, je cite, l'important aujourd'hui, c'est de publier les résultats des élections en RDC, en République démocratique du Congo, même s'ils ne plaisent pas au pouvoir en place, a déclaré le ministre belge des Affaires étrangères. Et rappeler que pendant ce temps, eh bien, le processus de centralisation se poursuit avec la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qui continue donc de compiler pour pouvoir donner ces résultats qui sont attendus. Et l'interrogation ce soir sera de comprendre ces pressions de Bruxelles autour de cette publication des résultats. Et puis en second sujet, nous allons également on va d'abord mettre le cap sur Bruxelles où Luc Michel nous attend sur place. Alors Luc Michel, quelle est la lecture que vous portez sur cette sortie du ministre des Affaires étrangères de la Belgique devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, alors que la Belgique vient d'inaugurer un siège d'ailleurs de membre donc permanent? Parler de la déstabilisation du Congo, c'est un peu faire comme faisaient ceux qu'on appelait les feuilletonistes dans la presse française au XIXe siècle, c'est faire une histoire quotidienne sans fin aux multiples péripéties. Il y a, moi je l'affirme, une révolution de couleur rampante qui est tentée en ce moment au Congo, comme elle l'a déjà été à plusieurs reprises au cours des 4 dernières années. Quels sont les faits saillants? Tout d'abord, la CENI, qui est face à des problèmes de dépouillement, elle n'a pas donné de date pour la remise des résultats. Ceux qui critiquent la CENI oublient que dans un petit pays, puisque Bruxelles est à la pointe de l'assaut contre le gouvernement de Kinshasa, dans la petite Belgique, avec ses quelques millions d'électeurs, ses 10 millions d'habitants, aux dernières élections municipales, il y a eu des incidents sans nom, il y a eu aussi des problèmes, des pannes, etc., avec le vote électronique, qui est l'équivalent belge des machines à voter, mais les Belges oublient tout ça. Ils oublient que le Congo, c'est un État-continent qui va de l'océan Atlantique au Grand Lac, où il y a une population de 85 millions d'habitants et plus de 40 millions d'électeurs, où pour se déplacer d'une ville à l'autre, il faut un avion. Deuxième chose, c'est que tous les grands candidats, Tshisekedi, Fayoulou, mais maintenant Chadari, se sont déclarés vainqueurs. Le candidat de la majorité présidentielle du FCC, le Front commun pour les Congos, Emmanuel Ramazani Chadari, s'est en effet, à l'issue du bureau politique du PPRD hier soir, déclaré vainqueur. Il dit lui aussi qu'il a suffisamment d'éléments probants pour avancer cette victoire. Face à lui, il y a un trouble jeu entre Tshisekedi et Fayoulou. Et il faut quand même souligner quelque chose, c'est que la compétition entre Tshisekedi et Fayoulou discrédite, disqualifie leurs prétentions tous les deux à être vainqueurs, puisque si vous les suivez, chacun d'eux aurait gagné l'élection présidentielle avec plus de 45% des voix. C'est évidemment impossible. Un des deux, en tout cas, au moins ment, sans doute les deux. La troisième chose qu'il faut dire, c'est que c'est l'histoire de l'ambassadeur de l'Union européenne dont on a demandé le départ. Beaucoup de téléspectateurs, beaucoup de panélistes se posent des questions, je vais vous les donner. Il a donc quitté la semaine précédente la République démocratique du Congo, mais auparavant, il a bénéficié de l'organisation par les évêques catholiques qui veulent vraiment précipiter le pays dans le chaos, d'un grand show avec messe solennelle où il a été remercié pour sa sale action au Congo. Il faut quand même dire quelque chose, c'est que cet ambassadeur est parti là avec arrogance, défiant les critiques. Il n'a pas du tout fait comme le pensaient certains Africains profil bas, c'est exactement l'inverse. Point suivant saillant, ce sont les pressions occidentales. Elles viennent de l'Union européenne, du Quai d'Orsay,
des États-Unis. On a vu comment Trump fait pression militaire en envoyant un commando de force spéciale au Gabon. Mais il y a surtout en pointe dans l'attaque contre Kinshasa, il y a la Belgique. Malheureusement pour le Congo, depuis le 1er janvier, la Belgique est membre non permanent du Conseil de sécurité. Elle déploie une énergie inlassable alors que le pays est en affaires courantes, qu'il n'a plus un gouvernement disposant d'une majorité au Parlement, qu'il va devoir faire face à des élections générales dans quelques mois qui vont déstabiliser ce qui reste de l'État belgicain résiduel. Eh bien, la Belgique, au lieu de s'occuper des affaires des Wallons, des Bruxellois ou des Flamands, elle s'occupe des affaires des Congolais. Il y a toute une campagne sourde, il y a des injonctions du ministère des Affaires étrangères, comme au bon temps du roi Léopold II, comme au bon vieux temps des colonies belges. Eh bien, le ministère belge des Affaires étrangères, Bruxelles, capitale de la Belgique avant d'être celle de l'Union européenne, entend encore donner des injonctions et des ordres aux Congolais. Cette campagne belge, elle est accompagnée d'une campagne de médias mensonges et de diffamation que conduisent la presse Soros, Le Monde Afrique par exemple à Paris, directement financée, je le rappelle, par la fondation Osiwa de Georges Soros en Afrique du Sud, mais surtout la Libre Afrique, qui est l'équivalent du Monde Afrique édité par le grand quotidien belge, la Libre Belgique, l'ancien quotidien précisément de l'Église catholique. Il y a une campagne générale d'alarme, de fake news. On explique par exemple qu'il est -5 à l'horloge du Congo pour éviter de tomber comme un génocide au Rwanda et autres billevesées, des situations, le Rwanda de 1994, le Congo de 2018, n'ont strictement rien à voir ensemble. Enfin, on va dire un mot, parce qu'il intéresse directement Afrique Média, des trolls. Les trolls, qu'est-ce que c'est? Et les fermatrolls, ce sont des gens envoyés dans les réseaux sociaux qui animent de faux médias sociaux, de faux sites internet. Le but, c'est de semer le doute, d'attaquer les vrais panafricanistes, d'attaquer les chefs d'État africains, d'attaquer la résistance de l'Afrique qui refuse le néocolonialisme. On découvre en ce moment, parce que moi j'enquête sur eux, et je tiens à dire à tous ces gens qu'ils sont découverts, que je vais donner un coup de projecteur sur leurs sales habitudes. On trouve aujourd'hui en pointe contre la République démocratique du Congo exactement ceux qui ont été en pointe au Cameroun contre Yaoundé lors de la dernière élection présidentielle. On trouve des gens venus d'Allemagne, payés par les fondations de l'OTAN en Allemagne comme la Friedrich Ebert Stiftung. On trouve des gens dépendants du Quai d'Orsay ou du ministère des Affaires étrangères belge. Tout ça, ce sont des fantoches, ce sont des compradors au service de la recolonisation de leur propre pays. En quoi est-ce qu'on trouve derrière eux? On trouve, comme je l'ai dit, les réseaux de Georges Soros, ce milliardaire au cœur de la déstabilisation africaine, avec un autre milliardaire, le soi-disant anglo-saoudien, passeport britannique, c'est un sujet de Sa Majesté Elisabeth, Mo Ibrahim, la troisième complice de ce trio étant l'ancienne présidente de la CEDEAO et du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, la femme qui a organisé la destitution, l'expédition militaire contre Yahya Jammeh en Gambie. Pourquoi est-ce que j'ai dit que ça concernait Afrique Média? Parce qu'on assiste depuis 48 heures à une série d'articles, sont visés Afrique Média en train de télévision, et on a choisi un panéliste pour l'attaquer. Je fais les frais de cela, sans doute parce que j'ai une large exposition médiatique, sans doute aussi parce que ça permet une attaque en dessous de la série, étant donné que je suis aussi attaqué comme blanc. Il faut dire quelque chose, ces attaques font suite à d'autres attaques qui ont eu lieu au mois de novembre et décembre contre moi. Le but c'est quoi? C'est de dire qu'Afrique Média et moi-même, nous serions le soutien des dictateurs, que nous n'avons pas de programme pour notre panafricanisme, que par exemple la charte de notre néo-panafricanisme serait introuvable. Tout ceci est un mensonge. J'ai en 2016 précisément organisé 6 grandes conférences à Abidjan, à Bujumbura, à Kinshasa pour définir ce néo-panafricanisme. J'ai également sorti l'ABC du néo-panafricanisme qui offre un programme et une charte complète
dans tous les domaines idéologiques et géopolitiques au néo-panafricanisme. Il y a notamment une version vidéo, 7 heures de vidéo. Tout cela, vous le trouvez sur la page Néo-Panafricanisme 2 de l'organisation panafricaine. Messieurs, vous êtes des menteurs. Eh bien, nous allons expédier, nous allons révéler votre politique de mensonge. Nous sommes au début d'une grande opération vérité contre les fantoches qui sont au service de l'impérialisme en Afrique. Merci à vous, Luc Michel, pour cette intervention.